On a la chance d'accueillir l'exposition Patrimoine en mouvement que Delphine vient de nous faire visiter avec Oriane, donc les deux co-commissaires de l'exposition. On s'était rencontré avec Delphine il y a quelques temps aux grands ateliers et Oriane quand vous aviez lancé justement l'idée de faire cette exposition. Et on avait notamment discuté de la partie de l'exposition qui aurait pu être aussi matérialisée par des prototypes. Voilà, c'est la première exposition. Vous avez lancé cette initiative qui est hyper intéressante. Et puis on continue à discuter de toute façon pour la suite sur le lien entre patrimoine, expérimentation et échelle 1 qui nous tient à cœur ici aux grands ateliers. Donc on a autour de cette exposition pu mobiliser une table ronde avec des experts qui sera animée par Stéphane Desgeorges, qui est vice-président de l'association des architectes du patrimoine et qui est directeur du CAU 74, à qui je laisserai la main. Avant de commencer, on a la chance d'avoir le maire de Villefontaine avec nous. Donc on s'est longtemps appelé les grands ateliers de l'île d'Abo, mais on n'est pas à l'île d'Abo. Donc maintenant on s'appelle les grands ateliers innovation architecture. Beaucoup de monde continue à nous appeler les grands ateliers de l'île d'Abo, mais on est à Villefontaine. Et donc on a la chance d'avoir monsieur le maire, Patrick Nicole Williams, avec nous, qui va nous dire quelques mots en introduction. Merci Maxime. Je ne sais pas si c'est une chance de m'avoir, mais enfin vous m'avez, tant pis pour vous. Oui, puis je ne suis pas rancunier, les grands ateliers de l'île d'Abo, ça date de l'époque de l'ex-Ville Nouvelle. M. Leclerc qui est là a bien connu et y a contribué d'ailleurs. Donc voilà. Merci de me donner l'occasion de dire quelques mots parce que j'ai été... bonjour à toutes et à tous, pardon, excusez-moi. J'ai été effectivement impressionné par la présentation de cette exposition et que dire après cela, si ce n'est que... Alors j'ai jeté un regard un petit peu, moi, complètement différent de l'architecte. Je me dis aujourd'hui... l'élu que je suis, on parle beaucoup de patrimoine, on parle beaucoup de conservation, on parle beaucoup aussi dans le cadre de l'occupation des sols maintenant, d'une certaine résilience qu'il faut avoir par rapport à l'artificialisation des sols, c'est pas facile à dire, zéro artificialisation nette, etc., etc. Et donc on se rend compte qu'il y a intérêt effectivement à protéger le patrimoine, bien sûr ancien, celui qui est historique, celui qui a une valeur patrimoniale au sens étymologique du mot, mais qu'il va falloir aussi penser peut-être le patrimoine actuel qui est moins noble à le conserver ou du moins à reconstruire dessus. Et voilà, il va falloir qu'on soit économe de tout un tas de choses. Et je suis assez admiratif du travail que font les architectes du patrimoine parce qu'effectivement, on se rend compte de la complexité. La réflexion qui m'est venue tout à l'heure, et chaque fois qu'on visite un bâtiment dit historique, on se dit, j'ai entendu des gens souvent dans les groupes de visite à côté de moi dire on serait plus capable de faire ça maintenant. C'est vrai que bien souvent, vous visitez une cathédrale, je pense aux grandes cathédrales, Reims, Strasbourg, etc. Oui, mais Notre-Dame, on est bien en train de la reconstruire, on est bien en train de la reconstruire à l'identique de ce qui a été fait. Donc ça prouve qu'on est bien capable, même encore aujourd'hui, de refaire. Et ça, je pense que les architectes du patrimoine et l'excellence des architectes et des compagnons, toute cette chaîne formidable qui préserve le patrimoine, aujourd'hui, y contribuent. Donc patrimoine en mouvement, oui, parce que je crois qu'il va falloir qu'on soit en mouvement pour sauver le patrimoine futur. Alors, les grands ateliers qui étaient à l'île d'Abo et qui sont maintenant à Villefontaine, on n'a pas de chance, nous, parce qu'effectivement, Ville Nouvelle, le patrimoine, c'est celui qui a été construit dans les années 75-80. On a quelques petites choses quand même qui vont devenir du patrimoine dans le futur, mais il faut attendre encore un petit peu. Je pense au village terre, je pense à quelques petits monuments comme ça emblématiques, quelques beaux bâtiments en pisé qui sont dans le coin. Et effectivement, ce patrimoine qui était notre patrimoine d'aujourd'hui deviendra le patrimoine de demain à préserver pour les générations futures et en étant le plus économe possible des matériaux dont nous avons à nous souvenir pour ne pas les épuiser et faire que notre belle planète, notre mère nourricière à tous, puisse continuer à nous nourrir encore longtemps
nous et nos générations à venir. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie de votre attention. Merci de m'avoir accueilli pour cette exposition et autour de cette table ronde. Et puis, je vous souhaite de bons échanges. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Stéphane, à toi de jouer. Bon, eh bien, bonsoir à tous et tous. Alors, moi, je suis très heureux d'être là. Et en même temps, c'est ce qu'on s'est dit avec Maxime tout à l'heure. On est là dans une organisation parfaitement millimétrée. C'est au moins aussi précis qu'un édifice ancien après quelques siècles d'intempéries. Donc, on va essayer de jouer ensemble sur des questions qui touchent au patrimoine en mouvement. Juste peut-être voilà, pour se faire une première approche. Moi, je suis très heureux qu'on aborde cette question du patrimoine dans cet endroit-là. Alors, certes, qui n'est pas à l'île d'Abo. Après, vous pouvez toujours acheter la commune d'à côté. Hein. Mais bon, je vous laisse fusionner. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est qu'on est vraiment dans un lieu où se mêle la transmission d'une culture et des savoir-faire et un lieu qui est un lieu de création. Et puis forcément, ça m'émeut un peu, en fait, parce que mon parcours d'architecte a commencé à l'école d'architecture de Grenoble. Et il y a ici, par exemple, Patrice Dehatt, qui fait partie des gens qui ont maltraité les étudiants de première année dès le début en leur filant une truelle et une brique. Et c'est vrai, quand on commence notre formation avec une truelle et une brique, on comprend qu'il doit se passer des choses dans l'art de bâtir. Et c'est peut-être là, en fait, qu'on va être un peu convoqué sur cette table ronde ce soir. C'est finalement en quoi cette question de patrimoine, elle vient interroger la question de l'art de bâtir. Et l'art de bâtir, alors forcément, il y a ce qu'on savait merveilleusement faire avant, ce qu'on sait peut-être encore faire aujourd'hui, et peut-être ce vers quoi on est capable d'aller demain. Donc je n'irai pas beaucoup plus loin pour introduire voilà, cette table ronde. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un premier tour d'horizon des personnes qui sont ici présentes, que chacune puisse se présenter, dire un petit peu quel est son lien avec cette question du patrimoine. Il y a même des gens qui ne sont pas architectes du patrimoine, ici c'est un scandale, mais ce n'est pas très grave. En tout cas, c'est quelle est votre vocation, quel est votre lien aujourd'hui avec la question patrimoniale. Et je vais commencer directement à côté de moi avec Delphine Aboulker. Donc bonjour, Delphine Aboulker, donc commissaire générale de l'exposition Patrimoine en Mouvement et directrice adjointe de l'école de Chaillot. Je suis de formation architecte DPLG, de la génération des DPLG. Et j'ai ensuite fait un DEA d'histoire de l'art et une thèse de sociologie de l'art sur la patrimonialisation de l'architecture du XXe siècle. Donc vous voyez, même l'architecture récente est patrimonialisée aujourd'hui, puisqu'en fait il y a eu vraiment un élargissement et une démocratisation de la patrimonialisation. Voilà, donc mon lien avec le sujet, il est lié au départ à ce patrimoine à la fois de l'entre-deux-guerres et puis même après la Seconde Guerre mondiale. Je vais passer la parole. Voilà, donc ensuite, on va passer donc la parole à Mathilde Padilla, donc, qui est architecte également, docteur. Et pas architecte du patrimoine, désolé. Du patrimoine, c'est un scandale. C'est un scandale. Mais enfin bon, la pauvre, elle travaille dans une agence où il y a quasiment que des architectes du patrimoine. En tout cas, un lien assez évident aussi avec les questions patrimoniales, et là aussi, de patrimoine récent notamment, donc je te laisse peut-être en parler davantage. Oui, donc moi j'ai suivi la formation d'architecte DE maintenant, plus des PLG, à l'ENSA de Lyon d'abord, avec un master, donc, et après j'ai poursuivi en fait en doctorat sur la question du patrimoine 20e, donc du patrimoine moderne aussi, avec un sujet sur la réhabilitation des façades légères. Et un cas particulier sur un immeuble Jean Prouvé à Lyon. Et j'ai été accompagnée d'ailleurs dans ce projet par les grands ateliers pour notamment la partie prototype expérimentation en fait, de solutions de réhabilitation. Et j'ai fait cette thèse chez Archipat, l'agence d'architectes du patrimoine à Lyon. Donc je ne suis pas architecte du patrimoine, mais j'ai obtenu donc, mon doctorat l'année dernière sur ce sujet-là. Et donc mon lien au patrimoine est évidemment passé par cette thèse et le parcours en fait, de recherche que j'ai mené sur ce patrimoine moderne. Et après, évidemment, à l'agence, à travers toute la pratique professionnelle que j'ai pu développer chez Archipat et qui concerne exclusivement pour ma part du patrimoine qui date d'après 1920. Donc du patrimoine qui est très très récent. Et justement, toutes ces questions de comment on fait patrimoine quand on est sur des édifices qui sont plus récents et voire des édifices aussi qui sont habités avec toutes les réflexions
du patrimoine habité de la cité de la Muette de Drancy, par exemple, ou l'immeuble EZ, des copropriétés, la station des Arcs, enfin voilà, tout un tas de sujets un peu particuliers où on est confronté à des réhabilitations pour des enjeux environnementaux évidents. Donc patrimoine en mouvement, c'est exactement ça. Vous voyez que, monsieur le maire, va falloir rester à cette table ronde pour écouter ce qu'on peut faire avec du patrimoine récent. Je vous propose ensuite que l'on passe la parole à Jacques Porte, donc, qui est architecte urbaniste en chef de l'État. Ça impressionne comme titre, c'est assez beau, je trouve. N'aie pas peur. Même pas. Également directeur régional adjoint délégué des affaires culturelles, responsable du pôle architecture et patrimoine de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, ton lien au patrimoine semble assez évident, mais peut-être un petit mot déjà d'introduction sur un parcours peut-être en patrimoine. Donc je partage d'être aussi architecte DPLG. Ça casse tout de suite, ça note. Architecte du patrimoine et aujourd'hui donc piloter un pôle du ministère de la Culture en région avec tout l'enjeu du lien entre patrimoine création et le patrimoine comme ressources de savoir-faire, ressources mémorielles, ressources de transmission. Et je crois que c'est ça qui caractérise les lieux où nous sommes. C'est ce lien entre tradition, modernité, savoir vernaculaire et enjeux contemporains pour résoudre nos grandes questions de transition énergétique, environnementale, avec des savoir-faire ancestraux qui ont toute leur place pour résoudre nos problèmes contemporains. Donc ce lien, effectivement, entre patrimoine et architecture, avec l'ensemble des services que l'on a à la DRAC, Conservation régionale des monuments historiques, l'archéologie, les musées, et puis tous les architectes des bâtiments de France de la région. Merci. On passe ensuite la parole donc, à Emmanuel Mille, qui est architecte du patrimoine, mais qui a choisi de poursuivre, étudiant permanent, de poursuivre ses études, d'approfondir encore et encore finalement la culture du savoir-faire, en étant actuellement doctorant au laboratoire Cratère, donc à Grenoble. Et donc voilà, quel est ce lien, là aussi peut-être évident, mais c'est peut-être intéressant de nous le resituer dans un parcours. Oui, alors initialement j'ai travaillé en fait après mon diplôme d'architecte chez Archipat à Lyon et dans d'autres agences lyonnaises de patrimoine. Et puis j'ai souhaité me spécialiser sur le bâti vernaculaire en terre. En faisant la formation au Cratère de diplôme de spécialisation. Et en fait, ça m'a amené à commencer à m'intéresser. J'habitais à Lyon à l'époque au bâti urbain en terre, à la présence de la terre en vide, ce qui n'est pas du tout connu. En tout cas, dans des milieux patrimoniaux, peu, dans des milieux historiques, peu d'historiens. À partir d'un inventaire participatif, d'une base de données qui a commencé à être très riche, ça s'est poursuivi sur une thèse que j'ai terminée, qui va être soutenue tout prochainement, et qui révèle en fait que la terre est présente à Lyon depuis le Moyen-Âge, dans un usage courant en milieu urbain. Donc c'est très loin des clichés qu'on peut avoir de la terre uniquement sur de l'autoconstruction rurale, vernaculaire, mais également sur du bâti dense, dès le Moyen-Âge et jusqu'aux immeubles canus avec parfois des élévations en terre de 25 mètres de haut. Donc, ce qui fait que Lyon comprend certainement parmi les immeubles en terre les plus hauts du monde. Et donc c'est assez stimulant de voir qu'on peut aussi prendre la question du patrimoine sous un autre angle, et notamment sur l'angle des ressources, des matériaux, et ce qui a une résonance toute particulière avec les enjeux écologiques actuels. Voilà. Merci. Enfin, on passe la parole donc à René Hugues, qui n'est même pas architecte, ingénieur structure. Puis comme on est nul en protocole, on l'a même pas fait intervenir tout de suite en tant que président des grands ateliers. Comme ça, voilà, la présentation est faite. Mais pareil, quel est votre lien avec ces questions patrimoniales que l'on évoque ce soir? Je suis content de passer en dernier. Et j'en profite pour pointer les gens les plus importants dans cette audience. Je garde monsieur le maire pour tout à l'heure. Le plus important, il est en rouge là-bas, que vous reconnaissez tous, Patrice Doat,
hein, sans qui ces grands ateliers n'existeraient pas. Le deuxième, plus important, je crois que je vais éliminer le problème de l'ordre, ça va embêter tout le monde. Je garde Delphine pour après, et je voulais parler de Jacques Porte. Alors Jacques Porte aussi a été l'artisan, celui qui a fait basculer les grands ateliers dans cette équipe-là. Cette équipe, c'est-à-dire un lieu où il n'y a aucune intelligence, on est des outils. Hein. Par contre, l'intelligence, elle vient de ceux qui utilisent les grands ateliers. L'exemple de Chaillot, voilà, génial. Et enfin, le troisième qui est super important, c'est Maxime, qui est assis ici, le directeur. Le président, il ne fait rien, il est neutre. On va manger tout à l'heure, voilà ce qui est intéressant. Alors, le lien avec le patrimoine, eh bien, c'est Delphine, c'est Chaillot, sa camarade, c'est la connaissance qu'il a là-dedans. Alors, on aurait pu être 3 fois plus nombreux. Le seul point, c'est qu'ils sont en train de manipuler la terre, l'enduit, les briques. Hein. Ils sont en train de construire. Impossible de les amener ici. Donc, ils perdent quelque chose, notre discours, mais ils s'enrichissent. De toucher la matière, c'est absolument extraordinaire. Et devant un patrimoine qui est existant, on va le regarder, on va le comprendre et autres, et à un moment, il va falloir le mettre en mouvement et le restaurer. Et c'est là où ces artisans, ils ne sont pas intelligents. Ils savent faire, mais ils ne savent pas pourquoi. Et donc, il faut qu'il y ait ce mélange entre la connaissance, l'histoire et le savoir-faire. C'est trop génial. Et là, Delphine, vous représentez, pour moi, je suis ébloui de Chaillot. C'est un endroit. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les gens les plus intelligents, ils ont écouté. Le plus intelligent, c'était monsieur le maire. Il n'a pas perdu une parole. Il vous a suivi. C'était le plus assidu. Voilà. Et ça, c'est tout à fait génial. Et j'en profite pour le remercier parce qu'il nous soutient ici de manière extraordinaire vis-à-vis de puissance économique. J'arrête. C'est la dernière fois que je parle. De puissance économique. Je voulais dire que juste à côté, nous avons un patrimoine. C'est un bâtiment. Il s'appelle Astus. Vous l'avez à peine vu. Bon, il n'est pas vieux, il doit avoir une dizaine d'années. On aimerait en devenir propriétaire. Ou ne serait-ce que de l'utiliser. Et là, vous nous aidez comme ce n'est pas possible. Et merci encore. Rien à voir avec le patrimoine, vous avez vu. Non, mais alors, on va y venir gentiment quand même. Non, parce que finalement, c'est toujours assez intéressant de parler de cette question de patrimoine. Enfin, moi, j'ai toujours ce sentiment qu'en général, dans une assemblée, surtout quand on est devant des gens qui peuvent venir d'écoles d'architecture, qui peuvent venir des mondes de la création contemporaine, en général, quand on dit le mot patrimoine, on se dit ça y est, on a dû trouver un vieux con. Donc, on assume assez bien notre côté vieux con en général, parce que c'est pas faux, que de s'intéresser qu'à ces vieilleries, il doit y avoir un petit problème mental chez nous, mais qu'on a assez vite résolu. Et moi, j'ai le sentiment que ce qui se trame ici, ce qui se passe dans ce bâtiment capable, parce que c'est vrai que les grands ateliers, ça a une grande force, et d'ailleurs, ça en a l'expression, c'est jamais qu'un espace capable. Et je pense que ça a été conçu comme ça a été inventé comme ça, et ça l'est encore. Et dans une capable, c'est là qu'on apprend à créer, mais c'est aussi là qu'on apprend certainement à convoquer des savoir-faire. Et que peut-être s'intéresser à nos vieilleries nous permet d'aller nous enrichir en héritage. Et j'aimerais peut-être que les uns les autres puissiez vous exprimer sur ce rapport à quoi nous sert le patrimoine aujourd'hui. La question paraît extrêmement vaste, mais peut-être voilà, quel est l'intérêt patrimonial, enfin du patrimoine au XXIe siècle. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est juste une chose nostalgique pour nous faire plaisir les uns les autres? Ou est-ce que ça fait sens par rapport aux enjeux contemporains de la création architecturale, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme? Et je reviens sur les questions de monsieur le maire tout à l'heure, sur le zéro artificialisation nette. Effectivement, c'est impossible à prononcer. Je crois que c'était fait pour. Alors, qui est-ce qui veut commencer sur cette question-là? Est-ce que Delphine, peut-être quelques mots pour commencer? Alors, c'est vrai que souvent, enfin, le patrimoine, il est souvent associé à des contraintes. Des contraintes parce que le temps est long, parce que souvent on n'a pas assez d'argent pour faire les projets, donc en fait on est obligé de faire un schéma directeur avec une stratégie pluriannuelle de travaux, et que ça peut, en fonction des budgets de la collectivité notamment, ça peut aller de 3 à 20 ans.
Contrainte aussi parce que en fait, c'est à chaque fois du sur-mesure. Donc en fait, c'est à chaque fois une ingénierie spécifique avec des outils réglementaires spécifiques et ça nécessite aussi des savoir-faire spécifiques d'experts, conformes notamment à l'école de Chaillot. Troisième contrainte qui revient souvent, bien sûr, c'est le coût. Parce que le coût, il est plus élevé à court terme. Parce que c'est vrai que la main-d'œuvre qualifiée, que les matériaux bio-géosourcés, ça peut coûter plus cher à court terme. Mais l'idée, c'est vraiment que le patrimoine, c'est un projet de société. Et que du coup, il faut regarder le coût sur le long terme. Et notamment le coût par rapport à toute cette question aujourd'hui du dérèglement climatique et des questions écologiques. Et au fait que, en fait, il y a eu une étude de l'ADEME qui est sortie récemment qui démontre que la construction neuve, il faut déployer 17 fois plus de matériaux que pour la réhabilitation du parc ancien. Donc l'idée, c'est vraiment que le patrimoine, c'est un projet de société, c'est une façon de lutter contre l'uniformisation des villes, que c'est aussi une façon de faire un vrai projet noble, de faire un projet qui respecte l'identité des villes avec cette dimension écologique, aussi en mettant l'habitant au cœur. Il y a énormément de projets qui sont faits, notamment, et puis donc c'est ce qu'on montre aussi dans l'exposition Patrimoine en mouvement, avec des chantiers de bénévoles, avec des chantiers participatifs pour vraiment fédérer les populations, pour redonner de la fierté. Et c'est ça vraiment qu'on veut véhiculer à travers le patrimoine. Mathilde, un autre regard sur cette thématique, voilà, du caractère peut-être contemporain. Alors c'est vrai que ton travail en plus t'a amené à travailler sur un patrimoine récent. Donc effectivement, aborder ce patrimoine récent, on aurait pu se dire facilement, démontons cette façade facile qui était faite pour être démontée. Enfin, démontable en tout cas. C'est l'avantage du genre prouvé, hein, c'est que c'est des mécanos. Est-ce que ça vaut la peine ? En quoi ça vaut la peine finalement de conserver, de réparer par rapport à nos enjeux actuels effectivement, de crise énergétique, de crise de matériaux, etc. Je pense que la question, elle a une réponse assez évidente, c'est déjà de ne pas jeter. En fait, quand on dit le mot patrimoine, il y a le patrimoine architectural, il y a le patrimoine culturel, il y a une part d'histoire, mais il y a aussi une part de matière, de matériaux, et donc d'énergie grise, de production. Et en fait, mine de rien, ce matériau, il fait aussi partie du patrimoine d'un édifice. Alors nous, on était sur des façades en aluminium. Donc effectivement, normalement, des éléments assemblés qu'on pourrait imaginer facilement démontables, sauf qu'on se rend compte que quand on est sur un patrimoine habité, c'est pas si facile que ça de dépouiller un immeuble de sa façade, déjà pour des raisons évidentes qu'on va pas laisser les gens vivre dans une maison ouverte sur l'extérieur. Mais il y avait aussi la question de si on le démonte, en fait, pour le remplacer, on va jeter des centaines de mètres carrés d'un matériau qui aujourd'hui est encore en bon état. En fait, le matériau aluminium en lui-même, il est hyper durable. Sur le moment, quand il a fallu le produire, on a utilisé beaucoup de matière, mais une fois qu'il est là, le jeter pour le remplacer par autre chose, c'est un peu du gaspillage quand même. Surtout quand on sait que la seule problématique, on va dire sanitaire, le seul problème sanitaire que rencontrait cet immeuble, il est dans les joints. Donc en fait, on allait démonter des mètres carrés hallucinants de façade, alors qu'il nous suffisait de réparer en fait cette façade. Donc dans la dimension conservation du patrimoine, il y a la notion de réparation et de partir d'un état existant, de déjà en faire un bon diagnostic. En fait, les architectes du patrimoine, c'est un peu des docteurs, c'est un peu des médecins. Ils partent d'un édifice, ils en font un diagnostic, ils essayent de repérer des pathologies, et à partir de ces pathologies, ils les soignent. Et l'objectif, c'est, imaginez-vous, si vous avez un problème à un organe, on ne vous met pas sur la table d'opération, on ne vous tue pas et on dit c'est pas grave, on aura une autre naissance. On essaye de vous soigner, c'est un peu la même chose. Le patrimoine, il doit être vivant. Et du coup, finalement, la réparation et le soin, c'est aussi en tout cas, un des enjeux de nos métiers de demain. Les architectes, même les architectes pas du patrimoine, demain, ils vont avoir, avec ces objectifs de zéro artificialisation des sols, avec cet objectif de sobriété, ils vont avoir à réfléchir tous à la question de réutiliser l'existant et de repartir de ça. Donc le patrimoine, je pense qu'il va avoir, dans les années à venir, un enjeu encore plus fort que celui de l'histoire et de la culture, qui sera celui finalement de l'avenir aussi de notre planète et de l'environnement. Ce qui me permet du coup de passer la parole à Jacques sur une question un peu complémentaire,
puisque dans ton parcours, il y a aussi le fait d'avoir dirigé une école d'architecture, d'avoir accompagné un peu l'évolution de ce lieu. Donc ça pose quand même une question sur la manière dont on enseigne la question architecturale aujourd'hui. Comment on passe peut-être de la culture d'un enseignement, on va dire, de créateur à l'enseignement de la médecine en bâti? Est-ce que ça fait partie des sujets que tu abordes encore aujourd'hui au niveau de la DRAC, et comment vous abordez ça? Quand on voit aujourd'hui de manière très légitime le positionnement des étudiants qui sont extrêmement rebelles sur leurs institutions d'enseignement parce qu'ils sentent très puissamment les enjeux contemporains de la transition énergétique, de la transition écologique. Et le patrimoine, justement, je disais que c'était une ressource, c'est une ressource matérielle, c'est une ressource de savoir-faire, mais c'est aussi une ressource d'expérience. Quand on voit les qualités d'usage que peuvent offrir des quartiers anciens ou des quartiers moins anciens. Moi, je suis fasciné par les architectures de l'habitat des années 70, où il y a un enthousiasme, une volonté, une expérimentation de la manière d'habiter, des surfaces. Le patrimoine plus ancien, c'est aussi des expériences extrêmement vertueuses en matière énergétique. La solidarité thermique des mitoyennetés, par exemple, l'économie du terrain. On a toujours, même dans les villages anciens, on a une économie du substrat, de l'implantation. C'est également extrêmement vertueuse en matière de circuits courts. On a une cartographie très localisée des ressources qui ont permis de réaliser telle ville historique ou tel bâtiment ancien. Et puis c'est aussi, tu parlais tout à l'heure de projets de société, c'est aussi des œuvres collectives. Et je crois qu'il faut aussi qu'on retrouve ça, c'est l'expérience des grands ateliers, où il n'y a pas l'architecte, l'exécutant, le maître d'œuvre, etc. C'est un projet collectif qui doit être compris collectivement et élaboré et mis en œuvre collectivement. Et moi, je suis toujours extrêmement impressionné, et en tout cas, c'est pour ça que les étudiants des écoles d'archi adorent venir ici, c'est qu'on décloisonne. On décloisonne les métiers, on décloisonne les savoir-faire, on décloisonne les étiquettes que nous avons l'habitude dans nos sociétés de nous mettre, et on partage la problématique et on fait œuvre collective pour la surmonter, la résoudre. Et on le voit aujourd'hui dans le partage d'expériences des compagnons et des étudiants, c'est de se poser la problématique et de voir comment on va pouvoir ensemble la résoudre. Donc quand je parle de patrimoine ressources, je crois que ça c'est bien compris aujourd'hui, que ce n'est pas simplement une vision passéiste, nostalgique ou de je ne sais quoi d'autre. C'est au contraire extrêmement présent dans nos sociétés comme des lieux de solution qui peuvent nous donner plein d'idées. Et je crois que vous avez vu dans l'exposition que le patrimoine, c'est aussi des sources, des lieux de création, d'adjonction, de transformation. Moi, je suis toujours extrêmement impressionné sur cette agilité que peut avoir des bâtiments anciens à accueillir des nouvelles fonctions, des nouveaux usages, des nouvelles manières de faire. Donc on a là vraiment cette notion de ressources, de matériel, mais également de savoir-faire et d'usage. Merci. Alors, avant de passer, je vais faire un saut, en fait. Je ne vais pas passer par Emmanuel tout de suite. On va aller directement du côté de René. Mais, tu te trompes, là. Non, du tout. Mais je vais expliquer pourquoi. Cela dit, là, à nouveau, je me tourne vers Monsieur le maire, mais peut-être qu'on le voit, les mondes professionnels sont en train d'évoluer, et je pense évoluer assez vite, et il semblerait qu'effectivement, la génération des étudiants actuels, en tout cas, soit beaucoup plus préoccupée des enjeux de survie finalement dans lesquels on s'engage, et donc plus attentive à voir comment on prête attention à ce dont on hérite. Mais je me tourne vers Monsieur le maire parce qu'en réalité, moi mon sentiment, et c'est le travail qu'on fait au sein des CAUE, c'est de convaincre encore les élus de cette réalité-là, parce que la facilité opérationnelle, nous c'est ce qu'on nous oppose régulièrement, c'est que finalement on a pris une sale habitude depuis une seule génération en réalité, c'est de foutre en l'air un bâtiment dès lors qu'il a répondu à sa première vie. Tant et si bien que quand on raisonne même en coût global, on a calé l'idée du coût global sur 30 ans.
c'est à peine la première vie d'un édifice. Et au niveau des élus, voilà, quels sont les raisonnements qui vous viennent aujourd'hui sur ces questions justement d'intégration des héritages comme étant potentiellement réutilisables 2 fois au moins, voire peut-être 3 fois? Monsieur le maire, ce que je voulais dire, c'est quand je viens aux grands ateliers de l'île d'Abo, je viens par la route nationale. Et avec ma voiture électrique, je commence par un paysage vert, doyant, des prés, une avenue large, américaine quasiment, magnifique. Et au début, je croyais que c'était Villefontaine. Et qu'ici, c'était l'île d'Abo. Et j'ai horreur de l'île d'Abo parce qu'ils ne nous aident pas. Et Maxime m'a dit, qui est parti, m'a dit, ben non, tu es à Villefontaine. Et donc du coup, quand on va manger sur la place de Villefontaine, on voit l'opération que vous avez, c'est-à-dire des bâtiments absolument horribles. Bon, ils sont construits avec des extensions maladroites. Et avec ce bâti, il va falloir faire quelque chose de magnifique. Donc là, il y a besoin de réflexion et en ce moment, c'est de regarder l'évolution de ce quartier qui est par là-bas, si vous avez la chance de marcher un petit peu, et de voir les efforts qui sont de quelque chose qui a été fait, existant, un peu massacré, il faut dire, et qui maintenant va demander toute l'intelligence, alors peut-être pas de Chaillot, mais au moins d'un Chaillot bis, pour rénover. Voilà, je voulais penser à ça et l'énergie que vous mettez. Maintenant que je sais que vous êtes propriétaire de cette ville-là, c'est génial. Merci. Pour répondre à votre question, il y a 2 aspects. Le citoyen que je suis serait tenté de vous dire que je suis complètement convaincu par tout ce que vous avez dit, à savoir qu'il faut conserver le patrimoine et qu'il y a effectivement une 2e vie, voire une 3e vie après pour du patrimoine existant, fût-il récent. Encore mieux s'il est récent. L'élu que je suis est obligé de vous dire, et c'est un gros mot, que c'est l'économie qui prime. Parce que... je vais faire un rapide parallèle, je ne veux pas être trop long, mais quand cette ville a été construite, c'était le programme des 10 villes nouvelles voulu par le général de Gaulle en France, etc. Je ne vais pas vous faire l'histoire. L'État avait généreusement ouvert les cordons de la bourse. Allez-y, braves gens, vous payerez plus tard. Sauf que ça a un gros écueil. C'est que les élus de l'époque, et même ceux qui ont suivi après, quand ils sont à gérer une ville qui est toute neuve, on ne fait pas d'effort pour l'entretien. On ne met pas d'argent dans la préservation. On ne va pas faire en sorte que ce patrimoine qui nous est légué là, on puisse le transmettre et en bon état. Et l'élu que je suis moi aujourd'hui, il est confronté à devoir essayer de trouver une 2e, voire une 3e vie à des bâtiments, et je n'ai pas l'argent pour le faire. Et quand on dit, et vous l'avez dit parfaitement, Mme Boubacar, c'est que effectivement aujourd'hui, quand on veut rénover du patrimoine enfin, et j'ai 2 exemples très concrets, ça coûte effectivement 1,5 fois, voire 2 fois plus cher que ce que on a. Et là, l'État aujourd'hui, sur ces projets-là, ne nous aide pas. Voilà. On va trouver plus facilement des crédits pour faire du neuf que pour rénover de l'ancien. Voilà, je vous ai répondu. À titre personnel, j'aimerais bien, parce que je suis, pour terminer, un dernier mot, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Jacques Porte. Ce qui est intéressant dans le patrimoine, c'est les fonctionnalités, les usages qui étaient pensés, qui étaient réfléchis avec les moyens. Il faut remettre ça dans le contexte de l'époque, avec les moyens qu'ils avaient, avec les matériaux qu'ils avaient, avec... je me suis intéressé un petit peu au patrimoine gaulois, je veux dire l'orientation des maisons pour garder les ouvertures là où il faisait le plus chaud, semi-enterrer les murs avec des plaques de bronze pour préserver de l'humidité. Enfin, il y avait un génie créatif qui était tout orienté sur les usages et effectivement conserver ce patrimoine pour pouvoir étudier, réfléchir et comprendre pourquoi il a été fait comme ça. C'est une richesse phénoménale pour aujourd'hui et pour peut-être, parce qu'on a eu des facilités à construire, à trouver des matériaux à une époque de notre civilisation, revenir aujourd'hui peut-être à l'essentiel et se rapprocher de l'ancien.
Alors, ça va me permettre de faire un double rebond. Je retourne du côté de René. Justement, sur cette question, enfin, moi déjà, voilà, on voit un peu que le monde de l'architecture se pose un certain nombre de questions. Je voudrais d'abord savoir si le monde de l'ingénierie se pose les mêmes, parce qu'on a parfois le sentiment qu'il y a les ingénieurs qui s'ingénient et puis les ingénieurs qui calculent. Ils n'ont pas l'air d'être toujours tout à fait les mêmes. Ça, c'est une première chose. Et donc, du coup, si on s'ingénie à repenser, à réinvestir un édifice existant d'il y a à peine 40 ans, est-ce qu'il y a de vraies raisons objectives à ce qu'il soit plus cher de le réinvestir que de le réparer? Question piège. Hein. Non. J'ai eu la chance de croiser Mathilde dans cette réhabilitation et de travailler sur des traces de Jean Prouvé, puisqu'on ne lui a pas parlé. Et donc, en fait, il travaillait de manière industrielle, avec les matériaux du moment, avec rien. Donc la problématique de ne pas avoir d'argent n'est pas une bonne raison. Pardon, on peut en discuter longtemps, mais avec ce que l'on a, c'est de faire quelque chose. Et je crois que les grands ateliers sur le dernier Solar Décathlon qui a été fait, de réutiliser les matériaux du Solar Décathlon qui avait gagné 4 ans avant ou 8 ans avant, était tout à fait génial. Donc la problématique de l'ingénierie, effectivement, ça peut être de calculer, de justifier, etc. Mais de comprendre, et là les historiens, Chaillot, les historiens de l'architecture, que ce soit très ancienne, ou même quand on parle de prouver les astuces qu'il y a, de s'arrêter devant, passer 1 jour, 2 jours, 3 jours à comprendre la buvette d'Évian, comment ça tient encore, quoi, hein, avec la neige qui tombe, avec le vent, avec, etc., le séisme et tout ce qu'on veut. Voilà, comprendre, c'est l'élément le plus important. Et ça prend du temps énorme. On a eu une démonstration là, de la visite, là, bon... on voit qu'il y a des pistes, on n'a pas tout compris, mais il y a des pistes, quoi. Hein. Quand on voit Adrien travailler sur ses genêts, on a envie de dire, ok, faisons un stage sur les genêts, et peut-être c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Le réutiliser, comprendre, et après on peut commencer à jouer, à être économe. Voilà. La solution la plus simple, c'est de dire, je rase tout et je recommence, et je suis HQE et tout ce qu'on veut. Voilà. Ouais, voilà, je remercie. Mais c'est pas ça, c'était pas ça la réponse. Si, mais c'est bien un peu le sens de la question. En tout cas, le sentiment qui mérite peut-être encore des études complémentaires. Tiens, voilà un autre sujet de thèse intéressant à développer si on veut se marrer, c'est de retravailler très sérieusement sur l'économie opérationnelle de la réparation. Parce que peut-être que pour l'instant, on reste sur des préjugés et que l'ensemble des opérateurs, par facilité, vont tout de suite nous faire la démonstration que c'est trop cher de réparer. Alors que si je conserve la structure d'un édifice, quel qu'il soit, qui représente à peu près 30% de son coût d'investissement, normalement j'ai économisé 30%. Donc ça veut dire qu'il y a un raisonnement, a priori dans les fabrications de bilan, qui est faux. Et qui vous berne, je pense, en tant qu'élu, et sur lequel il faut peut-être qu'on revienne. Mais ça demande effectivement une culture de la curiosité, une culture de l'attention, de savoir décrypter de quoi est fait l'édifice et de quoi il est capable. Je fais maintenant un saut, cette fois, vers justement cette question de la compétence, parce qu'on le voit, si on veut aborder cette question patrimoniale de manière sérieuse, je tiens à repréciser que la question patrimoniale, je l'aborde vraiment dans son champ complet, c'est-à-dire que c'est plus la notion d'héritage qui m'intéresse que celle du patrimoine qu'on a consacré. Restons bien sur tout ce dont on hérite, le bâtiment d'en face, la maison là-bas au fond, cette maison qui n'est même pas finie, qui est déjà un héritage, etc. etc. Dans cette notion d'héritage, on voit qu'on doit aussi, si on veut réussir, reconvoquer des savoir-faire. Donc ça me permet de repasser la parole, cette fois-ci, à Emmanuel, et donc se dire, bon, cette question du savoir-faire, comment elle apparaît au travers des travaux que tu mènes à la fois, donc formation à Chaillot, ok, on a fait l'éloge de Chaillot, c'est très bien, mais enfin bon, c'est un truc pour des happy few, quoi. Il y a quelques happy few en France qui ont fait Chaillot, qui s'occupent des cathédrales, est super, mais finalement l'enseignement de Chaillot, complété avec ce travail sur la terre, est-ce qu'aujourd'hui ça commence à faire résonance dans la culture de l'art de bâtir pour trouver des solutions, bien sûr de réparation, mais peut-être aussi pour demain? On a combien de temps? Vous n'êtes pas pressé? D'abord, je pense que par rapport à Chaillot, finalement, les méthodes qu'on apprend d'intervention à Chaillot,
elles sont duplicables sur n'importe quel type de bâtiment. Et finalement, c'est exactement la même chose, exactement la même approche, que ce soit une grange en pisé, une cathédrale ou un pavillon qui a été un petit peu modifié. C'est-à-dire qu'on a besoin d'abord de comprendre, de faire des relevés, de comprendre quelles ont été les différentes injonctions, pourquoi est-ce que ça a été fait, quels étaient les partis pris, et du coup de mettre en avant des potentialités du lieu pour trouver ensuite un projet de réutilisation qui soit de plus en résonance avec les capacités du lieu. Et c'est là où on est économique en fait. Parce que si on ne fait pas des bonnes études, qu'on perce une baie de 3 mètres de large et qu'au moment des travaux, on se rend compte qu'en fait il y avait la même chose, c'était bouché, c'était derrière des enduits à côté, et ben finalement on a dépensé énormément d'argent, on a fragilisé le bâtiment et puis on met de l'énergie là où on aurait pu la mettre ailleurs. Et donc ça c'est quelque chose, je pense, qui nécessite du coup des réels apprentissages qui dépassent la question du patrimoine sacralisé tel qu'on peut encore parfois le voir en lien avec Chaillot, mais qui est vraiment en lien avec les écoles d'architecture et aussi les écoles d'ingénieurs. Parce que je peux en parler puisque j'ai fait une double formation, je suis ingénieur architecte de formation initiale. En école d'ingénieur, pour la cité, c'était l'INSA de Lyon, en génie civil, on a fait du calcul pendant 3 ans. Mais au bout de 3 ans, je ne savais toujours pas comprendre pourquoi est-ce qu'on calculait qu'ici, il y avait un poteau et là, il y avait une poutre. J'en savais vraiment rien. Il n'y avait aucune notion d'intuition, finalement, de se dire peut-être que ce type de structure est plus opportun ici ou celui-ci. Et donc, à partir de là, comment on peut être créatif quand on aborde un bâtiment qui est complexe, un bâtiment existant, où justement, on va sortir un petit peu de l'ordinaire. Et donc, il y a un réel besoin de former des ingénieurs là-dessus qui sachent sortir des calculs et à avoir une approche un peu plus pragmatique. Et puis également en école d'architecture. Parce que quand j'ai fait la formation, la spécialisation d'héritage architectural à l'école de Lyon, eh bien, ce qui se disait ouvertement dans l'école, auprès de certains enseignants, c'est que c'était des mauvais qui allaient là-bas. Donc, sous couvert que ceux qui font du patrimoine, ce sont des mauvais architectes, parce qu'un bon architecte doit savoir construire. Et donc là, je veux dire, alors c'était j'étais diplômé en 2007, donc ça commence à faire un petit peu, mais finalement, c'est pas si ancien. Et donc, je crois qu'il y a vraiment une réelle culture au sens large à trouver d'intervention sur l'existant et qui, en plus, face aux enjeux actuels, on l'a déjà dit, est vraiment essentiel. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais... Si, ça répond en partie. Mais en tout cas, on commence à bien le voir, hein, cette notion de la culture de la reconnaissance des bâtis. Moi, c'est vrai que ça fait un petit moment, hein, bien que je sois architecte du patrimoine, bien que je sois de l'association des architectes du patrimoine, je plaide pour qu'à peu près la moitié de l'enseignement de Chaillot soit en première année d'école d'architecture, parce que c'est un travail de reconnaissance d'abord. Ce travail de méthodologie, il n'a rien à faire dans une école de spécialisation. Il devrait être dans la formation initiale. Moi, c'est pour ça que je salue, tout à l'heure, je faisais un clin d'œil comme ça à Patrice Dohat, mais je salue l'idée d'avoir pu commencer avec une truelle dans les mains. Et tout de suite à comprendre que le mortier, il ne fait pas tout à fait ce qu'on veut, que la brique n'a pas forcément décidé de faire ce qu'on voulait, et que si on comprend le matériau, on a peut-être des chances de mieux comprendre comment on va pouvoir élever un édifice. Ça me permet peut-être de poser des questions du côté de l'Assemblée, parce qu'on a aussi des gens qui ont des cultures du savoir-faire. Est-ce que ça amène des réactions de votre côté sur ce qu'on se raconte? Et est-ce qu'on a ici peut-être des compagnons qui veulent témoigner aussi de cette dualité très particulière de apprendre une culture ancienne et voir ce qu'on sait en faire aujourd'hui? Est-ce que c'est que pour réparer des patrimoines anciens, ou est-ce qu'on est capable d'en faire quelque chose pour créer quelque chose qui résolve nos questions d'aujourd'hui? Donc d'abord une intervention. Non, excusez-moi, je suis vraiment passionné par tout ce que j'entends. J'aurais aimé rester avec vous, mais je viens de recevoir un coup de fil. Je suis attendu sur une autre réunion où ils ont décidé de ne rien décider sans que je sois là. Donc je vous prie de m'excuser. Franchement, je vous remercie. Je vous laisse continuer ce débat. Et je vous remercie de m'avoir invité à y participer. Alors, on vous remercie d'être resté jusque-là. Je vous donne un petit truc avant de repartir. Le 21 mai 2023, c'est il n'y a pas très longtemps, un article de Mediapart sur démolir les logements pour rénover la ville, un modèle obsolète, point d'interrogation. Voilà, je vous laisse cette réflexion. Je vais bien dormir. Moi, je vous invite à lire, il est pas mal. Je sais pas, est-ce que des gens veulent réagir côté savoir-faire?
fera peut-être tout à l'heure, c'est que j'ai une grosse crainte. C'est que je crois que dans l'Assemblée ici, il n'y a personne qui représente les bailleurs sociaux, qui sont le plus gros propriétaire de patrimoine de la ville nouvelle. Et donc, mon vrai souci, c'est l'absence de culture patrimoniale, structurellement, dans la composition de ces organismes de gestion de plus de 50% du patrimoine. Donc on y reviendra tout. Et c'est là qu'il y a un nœud gordien. Tant qu'on ne le remet pas dans le circuit, nous pédalons dans le vide. Alors je vous rassure, de temps en temps, l'école de Chaillot noyote les institutions. Et donc on a même des architectes du patrimoine qui vont se perdre dans les CAUE, qui vont se perdre dans les institutions des villes, parfois même chez des opérateurs de logement. Et c'est important, effectivement, ce que vous évoquez peut-être est un point important, on peut peut-être revenir dessus ensemble aussi, mais c'est qu'effectivement, il faut qu'il y ait certainement un savoir-faire au sein de tous les organismes, notamment chez les maîtres d'ouvrage. Je pense qu'il faut que les maîtres d'ouvrage soient cultivés, et donc ça veut dire aussi qu'il faut que les écoles d'architecture, là encore, parce que ça englobe un peu tout ce champ-là, soient capables de former des architectes autres que maîtres d'œuvre. Il peut y avoir des architectes maîtres d'ouvrage, et là aussi, c'est pas que les mauvais, a priori. J'essaye de nous protéger en disant non, on n'est pas si mauvais que ça. Peut-être que si. Peut-être qu'on a échoué parce qu'on n'a pas créé un seul bâtiment de notre vie. Mais peut-être que ça peut aider effectivement à aborder la question. Je reviens côté savoir-faire, transmission. Hop, tu y vas. Je veux bien que tu me répètes ta question, s'il te plaît. Alors, elle était vachement alambiquée. Non, en gros, et pour faire très simple, voilà, dans l'apprentissage des métiers, comment vous vous situez? Est-ce que vous vous situez finalement juste dans l'idée de réparer? Ou est-ce que finalement vous avez aussi ce sentiment de pouvoir apprendre au sein des métiers quelque chose qui va nous servir pour aborder les défis de l'architecture de demain? Est-ce que vous vous sentez aussi bâtisseur de l'avenir? Voilà. Alors là, la question, tu la poses à un groupe de tailleurs de pierre. Donc la question posée à des tailleurs de pierre n'aura pas la même réponse que celle posée à des charpentiers. C'est-à-dire que les tailleurs de pierre ont une culture patrimoniale beaucoup plus grande que les autres métiers du bâtiment. Alors évidemment, les charpentiers, les menuisiers travaillent aussi sur du monument historique ou sur du patrimoine, mais ils travaillent aussi sur des chantiers beaucoup plus contemporains, ce qui est beaucoup moins le cas pour nous. Du coup, ce qui fait qu'on a hérité d'une certaine forme de pensée de conservation du patrimoine. On essaye de se dire qu'on est des bâtisseurs, on sait très bien qu'on n'est que des restaurateurs, et on reste quand même attaché à cette tradition d'apprentissage, à cette tradition de savoir, donc tout ce qui est taille manuelle, tout ce qui est pur à la main au sol, tout ce qui est stéréotomie, on y tient, on pense que c'est super important, que ça façonne notre manière de penser. Par contre, on se questionne beaucoup sur le devenir des métiers de la pierre, et on s'interroge sur le lien qu'on peut avoir entre comment c'était hier, comment on pratique aujourd'hui et comment on pourrait pratiquer demain. Et à ce titre, chez les Compagnons du Devoir, je ne me suis pas présenté d'ailleurs, je suis Sébastien Roussel, compagnon tailleur de pierre, et je suis chargé de mission à l'Institut supérieur de recherche et de formation au métier de la pierre chez les Compagnons du Devoir. Donc ça fait un peu alambiqué comme nom, mais c'est ça. Et donc on est cette semaine avec un groupe de BTMS tailleurs de pierre, donc ce sont des tailleurs de pierre qui sont en BTS. Et donc pour revenir à voilà, pourquoi je dis ça, pour que les gens sachent qui je suis, donc chez les Compagnons, on mène des travaux d'études sur de la prospective et sur que pourraient être les métiers de la pierre demain. Et on s'interroge aussi sur comment transcrire certains savoirs et savoir-faire demain, notamment la stéréotomie, qui était les siècles passés une science, c'était l'ingénierie de la construction la plus répandue certainement, ou en tout cas une des plus répandues, ce qui n'est plus du tout le cas. Et on se demande comment cette science-là pourrait être de nouveau utile, plutôt que voilà, de la garder comme elle est aujourd'hui, soit en conservation, soit en conservation d'identité, parce que c'est aussi un sujet pour nous, tout ça. Mais voilà, on pense qu'on peut redevenir bâtisseur, parce que la pierre, comme la terre, comme le bois, plaisent de plus en plus, et on se dit, bon, bah voilà, il faut consommer de moins en moins d'énergie, donc la pierre fait partie des matériaux crus, finalement. Et donc, voilà, comment placer la pierre dans la construction demain et comment lier les savoir-faire tout en étant dans une cohérence d'architecture contemporaine. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pour moi, ça répond en partie. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir comment aujourd'hui des architectes
dit contemporain, parce qu'il y a l'architecte contemporain, puis il y a l'autre. Je ne sais pas qui est l'autre. Le contemporain devant être l'architecte d'aujourd'hui, même le vieil architecte doit être un architecte contemporain. Mais beaucoup d'architectes aujourd'hui sont fascinés effectivement par le biosourcé. Et heureusement, je crois qu'on a besoin de s'en préoccuper, sauf qu'il nous reste à bâtir à peine 20% de ce qu'on a à bâtir. Donc le reste, ça va être de la réparation. Et là, il y a un champ qui est quand même grand comme ça. Il n'y a pas que des cathédrales là-dedans, il y a un tas de choses qui demandent de l'intelligence. C'est vrai que vous avez en partage avec les charpentiers l'art du trait. Peut-être un peu avec le menuisier, mais j'aurais dire, en tout cas, ces deux corporations sont celles qui maîtrisent l'art du trait et qui nous rapprochent, je pense, du monde de l'architecture de fait. On voit à quel point on a ici quelque chose qui est complètement lié sur cette capacité à projeter, cette capacité à mettre en élévation et à dessiner les choses. Dans le monde des architectes contemporains, cette fascination se traduit par « tiens, on a réinventé l'architecture en pierre ». Donc on a notamment Gilles Perrodin qui a beaucoup œuvré pour qu'on reconnaisse à nouveau cette capacité qu'on peut bâtir avec de la pierre massive. Alors certes, elle fait peut-être moins appel à l'art du trait actuellement. On a Francis Jacquier, qui est un architecte qui est basé en Suisse, qui vient de faire un immeuble de logement entièrement en pierre massive, qui s'est confronté déjà d'un peu plus près à quelques préoccupations des tailleurs de pierre peut-être. Et est-ce que justement vous arrivez à faire le lien avec des architectes qui aujourd'hui essayent de construire en pierre, et pas seulement que de manière massive, au sens de je pose que des gros blocs les uns sur les autres, mais quelque chose peut-être d'un peu plus subtil. Et puis une autre question encore, puis après je reviendrai à notre tour de table. Est-ce que dans vos travaux, vous êtes attentif à bien réidentifier les ressources? Parce que ça, c'est peut-être un des vecteurs de nos préoccupations actuelles. C'est de savoir faire du géosourcé, c'est bien, mais est-ce que le géosourcé vient de Chine, ou est-ce qu'on arrive à réidentifier les ressources avec lesquelles on peut bâtir ici, ou réparer des édifices, et peut-être un champ aussi de la prospective, de se dire avec quelles ressources on est capable de bâtir demain et comment on sert à ouvrir une carrière. Parce qu'il y a un vrai sujet derrière la pierre, c'est qu'il faut savoir accepter qu'on transforme le paysage pour bâtir. C'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse sur la question de la ressource. Ce que je peux dire sur la ressource, c'est qu'on est un pays, la France, où il y a énormément de carrières qui ont fermé. Le sujet, il dépasse le tailleur de pierre, il concerne peut-être plus la filière des métiers de la pierre, et il y a peut-être toute une question de réglementation à revoir si on veut... En fait, il y a cette espèce de paradoxe où... alors, je vais un peu charrier aujourd'hui, là. On veut de la pierre, mais on ne veut pas la poussière de la pierre. C'est un peu ce qui s'est passé. Alors, je taquine un petit peu, parce qu'on a fait beaucoup. Mais on veut de la... Alors, attention, je ne veux pas non plus trop provoquer, mais on veut de la pierre, mais on ne veut pas de carrière. Je ne dis pas, attention, il faut massacrer un paysage. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut qu'on accepte qu'il y a un paradoxe et qu'il faut qu'on règle ce paradoxe. Et si on veut construire en pierre partout en France, ou en tout cas partout où ça pourrait être le cas, il faut à un moment donné qu'on accepte que la pierre, elle arrive plus de Chine par paquebot et qu'elle soit extraite en France. Donc il y a un sujet d'extraction que je ne vais pas régler moi tout de suite. Et après, oui, il y a... ce qui est important, je vais provoquer René qui disait tout à l'heure que les artisans étaient des imbéciles, ou je sais pas, mais je sais que c'était de la provocation. Ce qui est important, c'est aussi dans le savoir-faire, c'est l'épanouissement aussi de l'ouvrier. Et l'astérotomie est un art qui concerne le tailleur de pierre directement. Là, on est tous en largeau, on est tous en poussière, mais on sait tous tracer des éléments complexes. La voûte qui est par exemple à l'intérieur, c'est un élément complexe qui concerne l'appareilleur aussi, qui est le dessinateur dans les métiers de la pierre, qui autrefois était l'architecte. Et donc, il ne faut pas oublier que quand on est artisan, quand on est tailleur de pierre, quand on est charpentier, en fait, il faut se débarrasser de cette idée de métier manuel ou intellectuel. Ça n'existe pas, ça. Voilà, un chirurgien, sinon vous lui demanderez ce qu'il est. J'espère qu'il est manuel, un petit peu. Et donc, la question du savoir-faire, elle est importante, et justement, au regard des blocs, alors c'est bien, poser la pierre massive, ça fait vivre des peu, mais en même temps, on pourrait s'en passer des tailleurs de pierre. Ça pourrait les chantiers de pierre massive, en fait, c'est le carrier qui vend au maçon du coin et qui pose. Donc là, il n'y a plus de place du tailleur de pierre. Et oui, sinon, il y a d'autres chantiers qui sont en train de se développer, qui sont en train de se questionner sur l'apport du savoir-faire du tailleur de pierre. Je pense au chantier des Halles de Saint-Dizier qui est dans les Vosges, où on a clairement ça, on a un bâtiment en pierre massive, mais on a besoin d'un tailleur de pierre parce qu'il y a un appareillage particulier qui est dans l'édifice, et pour
tracer et pour poser, on a besoin du tailleur de pierre. Donc on espère, nous en tout cas en tant que tailleur de pierre, qu'on se dirigeait de plus en plus vers une architecture qui pourrait ressembler à ça, sans pour autant oublier tout ce qui est la question du patrimoine, puisque c'est une très grande partie de notre métier. C'est aussi pour ça qu'on se dirige d'ailleurs vers le métier de la taille de pierre, au tout début. Merci. Je vais revenir quand même dans ce camp-là, parce qu'ils se sont dit, ça y est, ils nous avaient zappé. Mais effectivement, cela dit, je suis assez fasciné par un pan de votre réponse, enfin, dire, qui ne m'étonne pas. Mais on voit bien aussi à quel point les métiers que vous portez ont aussi besoin d'être remis en appétit auprès des mômes. Ceux à qui on a peut-être expliqué que c'est parce qu'ils n'avaient pas de bol qu'ils allaient finir maçon, alors que peut-être ils avaient juste envie de ça. Et peut-être qu'une part de votre intérêt, il est dans l'envie aussi d'aller vers quelque chose qui justement demande ce travail complexe à la fois de la main et du cerveau. Oui, ce que tu poses, c'est nos problématiques d'injonction contradictoire. On veut de la pierre, mais pas la poussière. Je crois que l'exemple est extrêmement important. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en tout cas, au ministère de la Culture, il y a d'abord le souci d'attention sur les filières professionnelles, de la ressource jusqu'à la mise en œuvre. Sur la question des carrières, il faut savoir qu'on a collectivement pu faire évoluer un peu la réglementation, en particulier sur la capacité d'ouverture des carrières limitée en volume pour restaurer des monuments historiques. Alors c'est assez complexe, mais on y arrive. Il faut faire des marchés de matériaux, et c'est ce qu'on est en train, par exemple, de faire en Haute-Loire pour projeter la restauration de la cathédrale. On est en train de réouvrir la carrière de Brèche, qui est la pierre locale, et on s'est donné les moyens, à la fois techniques, administratifs et organisationnels, pour réouvrir cette carrière. Voilà. On a dans notre région une quantité de sortes de pierres, mais absolument incroyable. Je connais un peu plus le côté auvergnat. On a par exemple ce qu'on appelle la scorie soudée, qui est une pierre rouge extrêmement intéressante. On avait réouvert une carrière de grès d'Alvier, qui est une pierre tout à fait locale, qui est une pierre orange, minium, avec laquelle on a pu restaurer des églises romanes. Donc il y a vraiment l'attention aujourd'hui d'avoir les filières professionnelles de la production du matériau jusqu'à sa mise en œuvre, pour bien être attentif à tout ça. On parlait tout à l'heure, tu parlais, René, du Genêt, du chaume, qui est aussi un savoir-faire ancestral sur lequel on porte la reconnaissance du métier et l'installation de jeunes qui reprennent des professionnels en activité. Sur la question manuelle intellectuelle, ça, effectivement, il faut que collectivement, on démonte cette césure qui n'a aucun sens. Je mets au défi la voûte plate qu'on a vue tout à l'heure de l'exercice de Chaillot à Viviers. S'il ne faut pas être un peu intellectuel de l'art du trait pour dessiner cette voûte plate, là, je mets ma main coupée, parce que là, on va même au-delà. C'est presque un chef-d'œuvre du dessin et du trait sur ce savoir-faire des voûtements de la cathédrale de Viviers, qui permet d'avoir des ampleurs extrêmement importantes. Ce sont des voûtes plates, donc c'est aussi un certain défi à la fois technique, de savoir-faire, d'expression et de qualité des volumes et des espaces qui sont offerts. Donc là-dessus, et je reviens encore aux grands ateliers, où on a le partage de l'apprentissage, quelle que soit son école, quelle que soit sa reconnaissance presque sociale. Et c'est comme ça qu'on arrive à résoudre nos problématiques contemporaines. Je crois que c'est ça qui est l'alchimie aussi de Chaillot. C'est de comprendre les autres et de faire ensemble. Il faut qu'on soit collectivement attentif à décloisonner cette histoire travail manuel et travail intellectuel, hiérarchisation normative, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, BET, entreprise, machin, etc. Non, on n'est plus dans ces logiques-là. En tout cas, elles ne fonctionnent plus à l'aune de nos enjeux contemporains, à l'aune de nos ressources que sont le patrimoine, y compris le patrimoine contemporain. On a des débats, je ne sais pas si vous suivez ces grands débats un peu compliqués à Paris pour la préservation d'un grand bâtiment en béton
au sud de Paris, comme étant une ressource, parce que c'est un bâtiment de grande hauteur, qui était l'ancien siège de l'INSEE, mais le coût carbone de ce bâtiment, il est payé depuis très longtemps. Donc quel intérêt de le démolir, de reconstruire quelque chose, parce qu'il est déjà vertueux, rien du principe de le conserver. Et puis, dans un bâtiment comme ça, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir une vision, je dirais, patrimonialiste. Il faut le voir comme une ressource pour le transformer, pour qu'il devienne autre chose. Donc on a des panels extrêmement larges quand on parle du patrimoine. Il faut qu'on identifie à chaque fois quelles sont les valeurs patrimoniales, qui sont à chaque fois extrêmement différentes. Et en fonction de la valeur patrimoniale qui a été identifiée, eh ben, on a un projet. Et faire du projet, qu'on soit, comme tu disais, là, l'architecte du l'ancien, du neuf, du vieux, c'est toi qui disais ça, ça n'a pas de sens. C'est une globalité. Il faut là aussi qu'on décloisonne du côté patrimoine, pas patrimoine. Non, c'est faire acte d'architecte et d'architecture. Alors, ça va me permettre de faire un dernier rebond, puis après on va vous foutre la paix quand même. C'est bon, il va finir par faire froid. Non, mais disons que ce rebond, effectivement, sur peut-être quelque chose qui est encore à mettre à l'œuvre, en tout cas qui est certainement à l'œuvre ici, c'est effectivement de se faire rencontrer l'ensemble des personnes qui sont concernées par l'acte de bâtir, l'auteur, le faiseur, le contrôleur aussi. Enfin, toute la chaîne a besoin de travailler de manière un peu intelligente parce qu'on voit bien, on aborde des sujets qui sont de fait de complexité. C'est ce que j'évoquais un peu avec le maire tout à l'heure. C'est vrai que c'est tellement simple de tabula rasa et refaire à nouveau qu'effectivement, ça ne demande aucune intelligence. Ça demande très peu de cerveau. Par contre, effectivement, peut-être que ce qui nous concerne dans ces champs du patrimoine, c'est cette culture d'une intelligence obligatoire. Ça force l'intelligence d'une certaine manière parce que ça nous met face à des sujets complexes, difficiles à résoudre et qui convoquent tous les arts. Et quand je dis tous les arts, c'est celui, évidemment, que l'architecte est concerné, c'est souvent en premier chef, puisque c'est le premier médecin qui se penche sur le malade, mais ça convoque l'ingénieur, parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on s'assure d'un certain nombre de capacités, de la chose à encore avoir un squelette qui bouge. Puis ça convoque très souvent, et hier encore, j'étais en train de visiter la buvette Cachac, qui est en cours de restauration à Évian, ça convoque forcément tout l'art des artisans, parce que ce que nous disait encore l'architecte du patrimoine, qui pourtant pas des moindres hier à Évian, c'est que chaque jour, les artisans lui en apprennent sur ce qu'il faut faire, parce que lui-même n'a pas une science infuse et que ce travail de la compétence de terrain, de la compétence de la matière, eh bien, vient nourrir aussi la manière d'aborder avec intelligence la chose, mais cette complexité s'aborde par une équipe complexe, ça c'est certain. Delphine, peut-être tu veux enchaîner là-dessus? Oui, je voulais juste dire quelques mots pour répondre notamment à monsieur, mais ça répond en tout cas aussi aux choses que tu viens d'évoquer. C'est le fait qu'à l'école de Chaillot, donc on a ces deux diplômes clés qui ont été historiquement le diplôme du cours Chaillot qui est devenu un DSA et le diplôme des AUE, ABF. Mais en fait, on fait également de la formation continue et on vient de créer un certificat de compétences à destination des agents des collectivités, des élus, dans lequel on associe justement, on a plusieurs bailleurs qui participent, on a aussi des architectes et qui portent sur la revitalisation des petites villes patrimoniales, qui est en lien avec les grands programmes gouvernementaux en cours, que sont Action Cœur de Ville, qui concerne aujourd'hui 241 villes moyennes, et Petites Villes de demain, 1600 petites villes de France. Et on a vraiment justement vocation à accueillir donc à la fois l'équipe de formateurs et pluridisciplinaires, parce qu'on a toujours un binôme élu avec experts à la fois ABF, architecte du patrimoine, spécialiste de l'urbanisme transitoire. Et dans l'audience, on a beaucoup de chefs de projet donc de partout en France qui sont en visio du coup, et notamment dans les dom-toms qui suivent. Et on a toujours des bailleurs, on a toujours des gestionnaires de parcs immobiliers, on a toujours des architectes. Donc c'est assez varié. Et donc effectivement, il y a vraiment ce changement de paradigme, on peut dire aujourd'hui, puisqu'en fait le patrimoine et la transformation de l'existant, elle ne concerne pas que les architectes du patrimoine, mais en fait elle concerne tous les architectes. Et ben, il est très très bien illustré à travers ces formations continues qu'on a mis en place aussi récemment. Voilà. Et du coup, ça me permet de transmettre à nouveau un dernier temps de parole à Mathilde, pardon, parce que effectivement,
tout le monde n'a pas vocation à être archi du patrimoine, et heureusement, sinon la société s'en porterait très mal. Mais on le voit aussi, il y a une culture qui est en train de bouger là, du côté du monde professionnel. On a une présidente de l'ordre qui commence à porter des messages aussi dans cette direction. C'est assez nouveau. Toi, tu es un peu tombé dans le bain du patrimoine finalement par l'exercice de la thèse aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens mieux armé peut-être pour une pratique professionnelle qui est une pratique d'architecte classique finalement, normale? Alors, moi j'ai la particularité de travailler chez Archipat, donc on ne fait jamais de l'architecture normale. C'est une agence où en fait depuis tout à l'heure je vous écoute et je vous trouve tous très, voire trop modestes. Quand on dit les architectes du patrimoine et les gens qui interviennent dans le patrimoine ne savent pas construire, moi je dirais que c'est l'inverse en fait, parce que moi j'ai jamais travaillé avec autant de technicité que depuis que je travaille dans le patrimoine. C'est-à-dire que ça nécessite de réfléchir à une complexité. Quand on part de rien, la complexité, on se la crée. Quand on part d'un existant, la complexité, il faut déjà la comprendre, il faut l'assimiler et il faut réussir à intervenir dessus. Et ça ne se fait pas tout seul. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les écoles d'archi, même en cycle classique avant Chaillot, puisque donc, je n'ai pas fait Chaillot, ça commence à arriver, ça. Ça a été long à mettre en place parce que d'abord on n'a pas toujours un existant et petit à petit ça commence à arriver à la demande de pas mal d'étudiants par rapport à ce que disait Emmanuel tout à l'heure sur l'école de Lyon qui avant disait que ça s'entendait les bruits de couloir, que quand on allait dans le DEM, le domaine d'études patrimoine, en tout cas héritage, c'est qu'on n'était pas bon en conception. Aujourd'hui ça se dit plus du tout. Le domaine héritage, il est recherché, il est attendu, il y a pas mal d'étudiants qui s'y inscrivent. Finalement, il y a aussi des étudiants qui viennent d'autres écoles, qui viennent faire le domaine héritage de Lyon parce qu'il n'y en a pas toujours dans leur ZENSA. On sent que ça a complètement bougé et qu'aujourd'hui, on a conscience que notre activité, elle va à 80% porter sur de l'existant. En fait, on peut plus dissocier l'intervention sur de l'existant de l'intervention. On peut plus se passer de faire de l'intervention sur l'existant quand on est architecte. Même quand on n'est pas architecte du patrimoine. Donc je pense que ça renverse un peu la tendance et la manière de pratiquer. Moi, je l'ai vécu dans le cadre de ma thèse aussi, trop modeste sur les artisans. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à travailler ensemble le plus tôt possible, parce que quand on est confronté à des problèmes techniques, nous, on l'a vu avec Stéphane, moi toute seule, comprendre le système de panneaux sandwich de Jean Prouvé, j'y arrivais pas. Je suis architecte, mais je sais pas tout. J'ai fait 5 ans d'études, j'ai appris plein de trucs, mais à un moment donné, la technicité, le savoir construire, on l'a pas appris de A à Z, même si on a pratiqué un peu ici aux grands ateliers. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et le soutien de Stéphane, quand on a fait les diagnostics sur les panneaux, Jean Prouvé, il a été capital. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une intervention comme un architecte du patrimoine, on a fait un état d'authenticité, un état sanitaire, on a fait des diagnostics, on a fait des relevés. Et en fait, à un moment donné, il a fallu démonter une partie d'un panneau pour comprendre comment ça marchait. Et personnellement, si je m'étais lancée dans le démontage du panneau, je suis pas sûre que j'aurais réussi à le remonter déjà. Et puis, j'avais pas les outils, j'avais pas la connaissance. Et le démonter ensemble, il y avait René pour la partie ingénierie, moi j'étais là pour la partie archi, et il y avait Stéphane qui est serrurier, métallier, qui nous a aidés. Et l'échange qu'on a eu tous les trois pendant une journée entière sur ce panneau, j'aurais jamais acquis ce que j'ai pu avoir sur cette journée-là si j'avais été seule. Donc le principe déjà de faire le diagnostic à plusieurs voix, c'est déjà important. Et malheureusement, dans notre... alors là, j'enfonce une porte ouverte, mais dans notre pratique, les entreprises, elles arrivent presque trop tard, parce que quand on fait les diagnostics, elles ne sont pas missionnées. Déjà, nous, quand on est missionné pour un diagnostic, c'est joli, parce que c'est pas toujours le cas, parce que le diagnostic, ça sert à rien, bien sûr. Ça ne produit rien, donc c'est généralement sous-payé, voire pas payé, voire sous-estimé. Mais nous, quand on fait des diagnostics, on s'aperçoit qu'en fait, les 3/4 des problématiques du projet sont réglées dès la phase diag. Et après, sur les phases de la loi MOP classique, APS, APD... dépôt de PC et Pro DCE, je ne les cite pas toutes, mais on a les 3/4 des problèmes qui sont réglés depuis le diag. Et en fait, on ne peut pas partir sur un existant si on n'a pas fait un bon diag. Donc déjà, je pense qu'il y a un problème de pratique à la base qui va devoir se renverser, parce que comme on va tous devoir travailler sur de l'existant, on va tous devoir faire du diag.
Et à un moment donné, un diagnostic technique, l'architecte, des fois, il ne peut pas le faire seul. Et est-ce qu'on ne peut pas revoir nos manières de pratiquer pour intégrer des entreprises ou des artisans et des gens qui ont ce savoir-faire dès le départ? C'est une question qu'on peut poser au ministère, par l'entremise de Jacques. Mais je pense qu'effectivement, il y a certainement un peu de créativité à trouver, y compris dans les process. On a la chance quand même d'avoir une loi MOP qui n'est pas si mal foutue que ça. On a la chance d'avoir une loi de 77 qui n'est pas si mal foutue que ça, mais typiquement la loi de 77 qui caractérise ce que sont les métiers d'architecture aujourd'hui, n'avait pas pris en compte la réhabilitation, ce n'était pas un sujet. Et donc n'exige pas d'intelligence préalable de diagnostic dans la loi de 77. C'est-à-dire que pour créer, il me faut un architecte, c'est obligatoire, avec une équipe de maîtrise d'œuvre, etc. Mais pour réhabiliter, j'en ai pas besoin. Parce que la loi n'a pas pu le prévoir à cette époque-là. Alors je sais pas, Jacques, est-ce qu'on peut faire bouger les lignes peut-être de ce côté-là? Est-ce qu'on peut, en passant de la toile d'araignée à l'avant-garde, imaginer qu'il y a des process encore qui peuvent se créer, y compris dans des réflexions au sein des ministères comme celui du ministère de la Culture? Faire bouger les lignes, c'est passer par des expérimentations, y compris administratives. Le permis de faire, hein, par exemple, essaye d'explorer d'autres manières de raisonner pour résoudre les questionnements qui sont posés par les maîtres d'ouvrage. Des chantiers tests. Les grands ateliers portent à l'échelle 1 la construction de bâtiments un peu expérimentaux pour voir est-ce qu'on peut faire différemment avec un autre jeu des acteurs. Moi, quand on voit aujourd'hui les jeunes diplômés des écoles, des ENSA, qui s'organisent différemment que leurs prédécesseurs, ils sont en collectif, ils sont avec des compétences multiples pour répondre à des appels d'offres, pour répondre à maîtres d'ouvrage privés. Donc tout ça s'organise et je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est d'observer ce foisonnement extrêmement riche et qui doivent nous donner des leçons à tous, y compris aux autorités, sur d'autres manières de faire. On a toute une batterie de programmes au ministère de la Culture sur des tests, je pense, à Billon, où la preuve par 7 essaye de construire le programme en même temps qu'on teste physiquement une réorganisation d'un bâtiment existant. Donc là, on renverse complètement, je dirais, la loi MOP, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, appel d'offres, etc. Donc c'est ce foisonnement-là qui doit nous donner, et puis à l'international, hein, nos amis outre-Atlantique testent d'autres manières de faire. Et ce qui est la richesse aujourd'hui des grands ateliers, c'est d'accueillir aussi tous ces architectes étrangers qui ont d'autres pratiques, d'autres manières de faire et d'autres expérimentations. Je pense à l'Amérique du Sud, qui est extrêmement foisonnante aussi pour travailler différemment avec les usagers, avec les praticiens, avec les artisans. Et ça, c'est très, très intéressant. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Donc, finalement, on repart de la connaissance. Je vois que René a envie de continuer de continuer l'intervention. Je voudrais relever que ce qu'a dit Mathilde est tout à fait génial. Dans le diagnostic, ça prend un temps infini. C'est un sacerdoce pour les architectes qui abordent un bâtiment neuf ou ancien, peu importe. Le diagnostic, c'est génial. Ça demande du temps. Ça demande de faire intervenir les entreprises. Parce qu'à un moment, quand on est devant une voûte qui a un petit ennui, les gars, c'est possible, c'est pas possible, vous sentez de taille un tout petit peu, etc. Le diagnostic, c'est fantastique. Et tout est résolu dans le diagnostic. Et c'est vrai qu'en général, on dit diagnostic, allez, vous avez quoi, un mois, hein, dépêchez-vous, quoi. Hein, et puis vous avez tout vu, hein, mon œil. Non, voilà. J'ai cité Mathilde, là, ces gamins qui arrivent dans le patrimoine, sortis de Chaillot ou non. Le gamin qui est là aussi, qui a parlé tout à l'heure. On se rend compte, quand on arrive sur un bâtiment historique, la première fois, on va le voir, on n'a rien vu. La deuxième fois, on croit qu'on a vu quelque chose, on n'a rien vu. La troisième fois, on y revient, et on revient, et on revient, on revient. La façade de Jean Prouvé, on a mis du temps à y revenir, à intéresser les gens et autres. Le diagnostic, c'est fondamental. Tu as dit une vérité. Alors Jacques, débrouille-toi, mais tu augmentes cette partie de la MOP, là, hein, et tu vires l'APS, l'APD, hein, on verra ce qu'on en fait après. Merci. Assez certainement.
que lorsqu'on va rencontrer un médecin, on aime assez qu'il nous ausculte pour savoir ce qu'on a réellement. Je pense que dans le bâti, effectivement, c'est une culture qui est en train de monter, et ce diagnostic, il est là. C'est-à-dire que si le problème est précis, il faut aller le chercher avec cette précision, effectivement, d'investigation complète. Certainement que ce champ a besoin d'être renforcé, on le voit dans la réhabilitation énergétique. Bon, déjà, le mot est affreux, réhabilitation énergétique. Donc, en fait, quand on parle de réhabilitation énergétique, on voit tout de suite arriver le camion de polystyrène. On se dit, ça y est, on a la solution, c'est magique. Sauver le monde avec du polystyrène, je vous invite à réfléchir à ça 2 secondes. Ça donne quand même un petit peu des frissons. Mais on m'a dit il n'y a pas longtemps, oui, mais le polystyrène, c'est quand même du pétrole, donc c'est géosourcé. Ouais, ça tient. Donc, bon, vu comme ça, c'est pas mal. C'est un peu transformé, certes. Mais c'est vrai qu'on le voit bien, typiquement ce champ d'investigation, qui peut être un vrai champ d'investigation pour les professionnels. Tous les professionnels de l'acte de bâtir, depuis les architectes jusqu'aux artisans, doit nécessiter une formation, une culture, doit nécessiter une capacité déjà à observer si le malade est vraiment malade. Parce qu'on plâtre quand même des malades qui n'ont même pas l'ombre d'une fissure. Enfin, donc, on devrait se poser des questions. Une dernière question à Emmanuel, justement, sur aussi cette culture de l'enseignement. Parce que finalement, comme tu as un parcours voilà, assez riche d'acculturation, soit dans le champ de la méthode, soit dans le champ maintenant de la matière. Quelle perspective vois-tu finalement de cet enrichissement culturel et en quoi ça peut nourrir vraiment une pratique pour aujourd'hui, pour demain et pas seulement que celle de la réparation peut-être? Je pense que, par exemple, le fait à un moment d'identifier des parties emplisées, des murs pignons sur 25 mètres de haut, 50 cm de large à la base et 50 cm au sommet, c'est-à-dire sans fruits, emplisés. Là où on est encore en train de se poser des questions aujourd'hui sur les normes sur le pisé, le sismique, etc., à un moment, et d'une force d'enseignement considérable sur les capacités qu'ont ce matériau, et la capacité porteuse de la Terre, sur des immeubles en plus qui étaient très sollicités. Là, par exemple, je pense que c'est des immeubles de Canu, donc avec des chargements, des métiers à tisser, etc. Donc, le fait à un moment de prendre le bâti existant, et on parlait tout à l'heure de Patrice Doat et le fait de prendre la truelle dès la première année. Moi, j'ai envie d'ajouter, dès la première année, il faudrait aussi prendre un marteau, un burin, et puis aller sonder des bâtis anciens, soulever des faux plafonds, comprendre comment c'est fait, se rendre compte que derrière il y a un faux plafond, et en fait il y a une structure porteuse. Donc je pense que c'est vraiment par cette culture du terrain qui fait qu'on sort des écoles, qu'on voit ce qui se passe à l'extérieur et qu'on comprend finalement ce qui nous entoure. Ça, c'est quand même une force d'enseignement extraordinaire. Et je crois que comme si on décortique structurellement un bâti ancien, eh bien, on comprend comment c'est fait, et même pour les ingénieurs aussi, peut-être que plutôt que d'aller dimensionner des poutres et des poteaux, on ferait mieux d'aller étudier des bâtis existants et comprendre pourquoi on a pris ce parti et pourquoi pas un autre parti, etc. Donc, on est bien d'accord que finalement s'intéresser aux héritages bâtis, c'est ériger la curiosité en qualité de manière claire et absolue. Que c'est savoir admettre que c'est l'observation permanente qui éclaire nos curiosités, qui rend notre cerveau un peu plus grand. Moi, j'ai un peu le sentiment que quand des gens s'investissent dans la taille de pierre, j'ai un peu, enfin c'est par expérience en tout cas, tous les artisans qui travaillent sur les champs du patrimoine sont des gens qui aiment les édifices sur lesquels ils travaillent. Je pense qu'il y a encore un champ dans lequel les étudiants d'architecture ça doit être impératif, doivent aimer toutes les architectures. Je pense qu'on n'a peut-être pas encore assez laissé la place aux élèves architectes d'aimer toutes les architectures et de savoir regarder la pauvre petite maison qu'elle a en face, qui a certainement peu de qualité, mais qui en a certainement aussi, celle qui est là-haut, celui qui est en face, et avoir cette capacité à apprécier peut-être. Et je pense qu'effectivement, en étant curieux, donc je retiens, on va se former par le marteau de burin. Patrice, il y a un nouveau champ. Est-ce que vous avez peut-être des questions, des réactions? Oui. Je voudrais vous faire partager une interrogation.
sur les interventions qui nous attendent sur le patrimoine récent, c'est-à-dire d'après les années 60, sous l'angle particulier qui le distingue du patrimoine d'avant-guerre, c'est que sur ce patrimoine récent, on a les archives théoriques. On n'a pas les vérifications d'exécution, pas systématiquement, et on a des visas de bureaux d'études. Et donc, ma grosse crainte, moi, pour l'intervention, notamment sur le patrimoine récent de Villefontaine, c'est que, autant sur du patrimoine ancien, les professionnels ont une grande liberté pour faire honnêtement le diagnostic, puisqu'il n'y a aucune archive pour les contredire et il n'y a pas de visa de bureau d'études pour les coincer. Alors que sur des constructions de ces 50 dernières années, le professionnel, on lui dit c'est pas la peine que je vous paye un diagnostic, j'ai les archives du bâtiment, donc j'ai tout. Et en plus, si vous faites un diagnostic différent, ça veut dire que vous allez contredire le visa du bureau d'études dans certains cas. Et aujourd'hui, dans la réglementation, et c'est là que je me retourne vers le ministère, si, parce que j'en ai l'expérience en tant qu'urbaniste fonctionnaire à une époque, travaillant pour un maire ministre de l'équipement, donc de faire la boucle sur un dossier particulier, trouver un problème et dire au ministre, il faut modifier telle loi. Et c'était à Annecy. Donc là, sur les bureaux d'études, on se retrouve coincé et il faut trouver quelqu'un qui soit capable de dire ce visa a été donné sur des plans théoriques, mais si l'artisan n'avait pas eu l'intelligence de faire autrement, le bâtiment se serait cassé la gueule. Je prends le cas limite de l'expérience du village terre, puisque je suis un des coupables du village terre. Et on s'est trouvé en 1981 dans la situation d'être obligé d'avoir le visa d'un bureau d'études. Or, aucun ingénieur n'avait appris à l'école quelle était la problématique de la terre. Et la grande chance que l'on a eue, c'est que l'ingénieur local du bureau Socotec habitait à Bourgoin dans un bâtiment en terre. Donc, comme la moitié du patrimoine de Bourgoin-Jallieu. Donc, quand on est allé le voir sur les premiers projets, sa première réaction, il s'arrachait les cheveux en disant « Merde, j'ai aucun logiciel pour traiter le dossier en terre ». Donc, sa première réaction de prudence aurait été de dire non. Mais quand on lui a précisé que où est-ce qu'il habitait, en quoi était le bâtiment dans lequel il était, là, il s'est trouvé en porte-à-faux et honnêtement, il a dit « je ne peux pas dire non ». Donc, à partir de là, on a joué à la marge sur l'expérimentation, et c'est la grande force de la législation, c'est que sous le couvert d'expérimentation, on peut faire bouger les choses. Mais les bureaux de contrôle, ils ne sont pas là, tout comme les bailleurs sociaux. Sur les bailleurs sociaux, je voudrais préciser ma question, c'était que le comportement entre un propriétaire et un locataire est complètement différent. Donc c'est le problème que l'on a sur le patrimoine récent, d'où le rôle des bailleurs sociaux qui représentent les locataires et qui devraient avoir une connaissance leur permettant de réagir comme s'ils étaient propriétaires des bâtiments, alors que ce n'est pas le cas actuellement. Alors, vous êtes partiellement adressé à moi. Donc, tout d'abord, je ne suis qu'un des responsables de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et c'est déjà beaucoup. La deuxième chose, c'est que c'est un peu comme toujours, c'est-à-dire qu'il faut arriver à avoir des interlocuteurs qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, ne soient pas uniquement que dans des calculs, mais soient aussi dans le raisonnement, dans l'objectif collectif à atteindre. Vous parlez des bailleurs sociaux, je crois qu'il ne faut pas du tout généraliser. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec un grand bailleur social qui a géré l'ensemble d'une ancienne ville nouvelle qui est Firmini Vert,
à l'ouest de Saint-Étienne, où il y a à la fois du patrimoine Le Corbusier, mais aussi tout un ensemble d'immeubles donc de ce bailleur social qui pose toute une batterie de problèmes d'usage, de déconnexion par rapport aux besoins sociaux aujourd'hui, d'une construction qui avait été faite à l'économie, mais tout en ayant un projet d'implantation dans le paysage tout à fait remarquable. Et donc, on a pu négocier avec ce bailleur social, l'amener vers une démarche d'abord de bilan de son existant et de tester des possibilités d'évolution de transformation. Et pour être très très court, donc on a un système de bars et de tours et de bars qui ferment le paysage. Et ce bailleur a pu aller vers la transformation de l'usage interne de la barre en la transformant en maison en bande. C'est-à-dire on avait 4 étages, donc voilà, un système assez traditionnel, mais dans une ville où il y a une dépression assez forte, donc il n'y avait pas un besoin de cette typologie de logement, et on est très, très proche de la Haute-Loire, donc voilà, la demande sociale, c'est la maison avec son petit jardin. Et tout en gardant la même volumétrie, ça a été transformé en maison en bande, avec voilà, un système de garage et autres. Et là, il y a eu tout de suite une attractivité renouvelée. Et donc ça a permis de retrouver un modèle économique pour le bailleur social, donc c'est tout à fait légitime, de garder une action patrimoniale des 30 Glorieuses tout à fait intéressante, parce que c'est une ville qui est un projet paysage aussi. Donc c'est vraiment tout à fait intéressant. Et donc cette négociation a pu avoir lieu. Non, je crois qu'il ne faut pas du tout généraliser les choses. C'est toujours issu de discussions, de négociations, et toutes les personnes de bonne volonté travaillent ensemble pour atteindre un objectif. Chacun a ses prérogatives. Et le bailleur social, c'est logique qu'il ait, à un moment donné, à compter les coûts. C'est normal. Mais en même temps, il a envie de résoudre son problème et donc de partager avec d'autres qui ont d'autres compétences. Et je crois un petit peu, ça rejoint nos conversations, c'est qu'on ne peut résoudre aujourd'hui nos problématiques extrêmement complexes que par un travail collectif, un décloisonnement et puis une modestie de chacun des intervenants. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on soit suffisamment humble par rapport à l'ampleur d'une complexité d'un sujet, et qu'on ne peut plus être le seul à résoudre ces problématiques, et que c'est collectivement que l'on peut surmonter nos questionnements. On l'a évoqué sur du patrimoine plus traditionnel, on l'a évoqué sur du patrimoine plus contemporain, mais de manière générale, nos sociétés se décloisonnent, et je crois que c'est une bonne chose. Merci Jacques. Est-ce qu'il y a une autre réaction, une autre intervention peut-être pour compléter? Non? Bonsoir à tous. Paul Bellaton. Alors, d'une part, merci pour ce bon moment. Je suis content de revenir aux grands ateliers. Il y a un petit moment que je n'avais pas mis les pieds. Pour la qualité de toutes vos interventions, pour nous rassurer sur le patrimoine. Malgré tout, je reste encore très inquiet pour des tas de raisons. Alors, vous évoquiez tout à l'heure les carrières. Bon, j'ai différentes casquettes et il y en a une qui est celle donc justement de faire partie de cette profession. Alors pas pour de l'extraction de pierre, mais pour de l'extraction minérale et pour convertir ces cailloux en béton. Donc je peux quand même être assuré par rapport à ce que vous nous avez dit sur l'ouverture de certaines carrières pour des projets bien précis. Je connais bien la Haute-Loire. Donc, d'une part, ça me rassure encore plus. Par contre, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, faire de l'extraction minérale, c'est très compliqué. Ouvrir une carrière, c'est très compliqué. C'est en règle générale 10 ans. Et c'est un produit local, biosourcé, etc. Mais bon, malheureusement, la réglementation et les réglementations, dès que l'on veut ouvrir une carrière, on se confronte à des tas de réglementations, quelles qu'elles soient. Elles viennent s'entrechoquer et c'est un vrai casse-tête. Donc ça, c'est une inquiétude. Ensuite, il y a l'aspect des propriétaires. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, je vois encore trop de bâtiments être détruits.
j'ai l'exemple d'un sur Tassin-la-Demi-Lune, à côté de Lyon, un bâtiment de qualité, en terre, pour répondre au travail d'Emmanuel. Malheureusement, ce bâtiment, il sera perdu à jamais. Donc, il y a des savoir-faire, etc., qui ont disparu. Une histoire. Bon, ben, c'est peut-être bien pour nous, architectes, enfin les architectes, nous qui vendons du béton, mais malheureusement, on aura perdu un savoir-faire et une histoire. Donc moi, c'est un peu atypique, hein, mais je représente j'ai différentes casquettes et différents points de vue. Mais avant tout un passionné, je suis. Et donc après, il y a un autre aspect, c'est que pour défendre aujourd'hui le patrimoine, je crois que même si le patrimoine avait beaucoup d'avance, on le voit, hein, c'est quand même quelque chose, on en est tous conscients. Les Journées européennes du patrimoine mobilisent beaucoup de visiteurs. Mais aujourd'hui, pour défendre le patrimoine, je crois qu'il faut passer par la case de l'environnement. Et il faut trouver une petite bête. Et peut-être c'est la chance de sauver un patrimoine. Car malheureusement, dans la conscience de tous, c'est plus facile de raser que de sauvegarder. Donc c'est pour ça que j'ai quand même beaucoup d'inquiétudes, même si quelque part je pars rassuré de ce que j'ai entendu. Voilà. Donc c'est plus des témoignages. Alors, je propose juste un petit peu en réponse. Je pense que sur la question de l'extraction, il est grand temps de faire des associations de bienfaiteurs. Aujourd'hui, la plupart des carrières que je connais en activité sont des carrières qui sont celles des cimentiers, soit pour fabrication de ciment, soit pour le granulat. Et j'interrogeais il n'y a pas longtemps l'un des cimentiers qui habite pas très loin d'ici, en disant mais finalement leurs carriers sont formés à faire du granulat. Donc même lorsqu'ils ont un banc de bonne qualité, il n'est pas mis de côté, il est transformé en granulat. Peut-être qu'on peut s'associer de manière un peu opportune et voir comment on est capable d'identifier dans un banc de carrière les bancs qu'on peut mettre de côté, qu'on saura valoriser par la taille de pierre, qu'on saura valoriser par de la pierre massive à construire, et puis voir comment on redonne de la valeur ajoutée aux choses et qu'on rend les métiers un peu plus intelligents aussi, parce que c'est vrai que broyeur de cailloux, comme ça, dit comme ça paraît pas génial. Pourtant, il en faut, et c'est vrai que c'est une ressource de circuit assez court. Voilà. Donc peut-être qu'il faut quand même un peu pirater les choses aujourd'hui. Et merci pour ce que vous venez de dire, mais je pense qu'avec certains représentants, et Maxime et d'autres ici aux grands ateliers, bon, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais j'étais un peu au sein de notre profession, justement, à essayer de valoriser les différentes couches que l'on a, et notamment ce qu'on va appeler le stérile, mais qui peut être pour d'autres un horizon culturel, etc., pour essayer justement de se dire qu'on a peut-être possibilité, avec la terre de nos carrières. Nous, on est là pour trouver de l'alluvion. Et bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de cailloux dans les alluvions valorisables en taille de pierre. Mais on est arrivé quand même, malgré tout, à essayer de identifier certaines terres pour construire. Et il y a certains chantiers qui, aujourd'hui, sortent de terre. Et donc, mais c'est encore trop peu. Bonjour, moi je suis Thierry Geoffroy, je suis l'actuel directeur de l'équipe Cratère, le laboratoire de recherche à l'école d'architecture de Grenoble. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà de l'origine même de Cratère, qui était le patrimoine dont on a appris, et Patrice Doat a été le précurseur et reste notre maître dedans, on a continué comme ça à s'intéresser au patrimoine de façon générale. On s'est retrouvé sur des terrains dans lesquels il n'y avait pas forcément de terre, etc. Et du coup, on s'est rendu compte que localement, les gens avaient inventé des choses extrêmement intéressantes. Et du coup, on voit, nous, le patrimoine comme un exemple. Parce que les patrimoines, alors je ne parle pas des patrimoines modernes, hein, je parle des patrimoines plus anciens, voire même archéologiques, où on se rend compte que les gens ont réussi, avec des moyens extrêmement peu importants, à faire des choses absolument extraordinaires. Et on s'est posé la question, mais comment est-ce qu'ils ont fait? Donc on se pose la question avec une technique qui s'appelle la rétro-ingénierie. On parle même de rétro-conception, ce qui va au-delà, c'est-à-dire cette compréhension, justement, aller chercher l'intelligence dont vous avez beaucoup parlé. Quelle intelligence les gens ont développée dans des contextes où il fallait être beaucoup plus frugal. Et c'est là où on a énormément à apprendre du patrimoine, parce qu'avec des moyens particulièrement frugaux, les gens ont réussi à faire des choses parfois modestes, souvent même modestes, mais qui correspondaient à leurs besoins, et fait avec les ressources locales. Alors là,
c'est intéressant ce qui vient d'être dit sur les carrières, parce que c'est un vrai problème dans nos sociétés d'aujourd'hui. Il y a même des gens qui ne veulent plus qu'on coupe un arbre. On va probablement beaucoup trop loin. Et là encore, dans la rétroconception, la rétro-ingénierie, de la façon dont les patrimoniaux ont été faits, eh bien, on savait, on creusait. D'ailleurs, à Lyon, une partie de la terre, ou une grande partie de la terre, était probablement prise sur place. Je ne sais pas si ça existe ici, mais enfin, dans le sud de la France, il y a énormément de constructions en pierre qui sont faites moitié creusées. Et quand on creuse, on récupère les pierres et on bâtit. Et il y a comme ça des villes extraordinaires, comme la ville de Yazd en Iran, où en fait tout est pris sur place. La seule chose qu'il a fallu amener, c'est de l'eau. Donc on creuse des canaux, on amène de l'eau. Et avec l'eau qui est arrivée, on fait des briques, on creuse, on fait une partie de la maison qui est enterrée, adaptée au contexte désertique, et on fait des voûtes et des coupoles avec ces briques. Donc il y a des choses qu'il faut qu'on retrouve. Mais il faut effectivement qu'on change radicalement nos façons de penser. Et c'est là où certaines personnes, dont le nom m'échappe, je ne vous le dirai pas, disent qu'il faut fermer les écoles. Il faut fermer les écoles, et notamment les écoles d'ingénieurs. Parce que ce qu'on y apprend, c'est appliquer bêtement des choses, je vais oser le dire, hein, mais on applique à utiliser des matériaux industriels. Donc on est colonisé. On est colonisé par l'industrie. Et aujourd'hui, même le bois est victime de ça. C'est-à-dire qu'on ne sait plus construire en bois sans l'avoir transformé, collé. On ne sait plus. Donc il y a une vraie intelligence à aller retrouver. Ça veut dire qu'il faut qu'on change complètement de paradigme, complètement de mentalité. Il faut qu'on arrête d'apprendre à faire des choses. Il faut qu'on apprenne à être intelligent, à regarder les contextes, les besoins des gens, les capacités des territoires pour pouvoir utiliser au maximum les ressources du territoire, sans interdire, bien entendu, d'utiliser des matériaux industriels qui sont capables de résoudre des problèmes que ne peuvent pas résoudre les matériaux bio et géosourcés. Et là, il faut faire attention parce que certaines erreurs sont aussi qu'on veut tout faire aux matériaux bio et géosourcés. Ça arrive et on fait des conneries. Merci. Merci beaucoup. Moi, je vous propose qu'on en reste sur ce message-là. C'est finalement la rétro-ingénierie au service de l'intelligence de demain. Je prends ça comme ça. Et le lien, finalement, il n'est pas si éloigné avec le patrimoine moderne, puisque finalement, dans la rétro-ingénierie, moi, je pense béton romain, qui continue encore de fasciner sur certaines cultures de technicité, d'injection, de billes, de chaux, etc. Donc, on peut peut-être rester sur ce message de se dire qu'effectivement, ce champ du patrimoine, il nous convoque, en tout cas aujourd'hui, acteurs contemporain, doit convoquer l'ensemble des chaînes de la production d'art de bâtir et doit convoquer notre intelligence collective. Donc merci à toutes et à tous pour cette longue table ronde en plein air. Et puis merci à vous surtout d'être restés jusque-là, patients, à écouter nos petites histoires.